Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, oui, Malamuna, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode, un épisode particulier qui en soi est une réflexion à haute voix autour des deux monuments antiques que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de la pyramide de Gizeh, la grande pyramide, mais aussi de l'Akazné de Petra, qui se trouve en Jordanie. Et j'ai choisi de faire passer ça aussi par les filtres des principes fondamentaux du génie civil, pour ramener ça un peu à la façon dont on construit nos vies, on bâtit nos vies, on voit nos vies dans ces terres un peu du monde moderne. La pyramide de Gizeh, la grande pyramide en tout cas, ça a plus de 4500 ans, mais ça tient toujours debout. La ville de Petra, c'est toute une ville qui a été taillée par le Nabatéen au sein même de la roche, c'est-à-dire il n'y a pas eu de construction en tant que telle. Ils sont partis d'une roche dure qu'ils ont pris le temps de traiter, de rendre malléable pour que cette ville-là prenne le jour. Et je suis en train de me demander, c'est aussi une question que je t'invite à te poser, à nous poser, à y répondre. Qu'est-ce qui fait qu'un monument puisse traverser les temps quand tout les restes va s'effondrer? Qu'est-ce qui différencie une structure éphémère d'une architecture éternelle? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de la façon dont nous, aujourd'hui, on va aller construire nos vies? Parce que on apprend de tout. On peut tout ramener à notre échelle, à notre histoire, à notre vécu. Et ces questions, je me le pose parce que quelque part, entre ces pierres anciennes et nos existences modernes, il y a une sagesse qui a été oubliée. Une connaissance sur l'art qui dépasse largement l'architecture et la compréhension matérielle. Cette philosophie de construire comment j'ai envie de dire ça, les futurs à partir de l'existant, que ça soit pour soi, que ça soit de sa vie, que ça soit de ce qu'on veut léguer. Et donc, je vais prendre le temps vraiment de émettre cette pensée-là à haute voix, pas dans le but de conclure ou d'échuter vers quoi que ce soit, je ne sais même pas comment cet épisode va finir, pas non plus dans le but de répondre définitivement, mais vraiment dans le but de comme ouvrir le champ de possible, ouvrir l'espace de la réflexion, de la parole aussi, et commençons déjà par parler de l'archéologie. Je ne suis pas fan de la télé. C'est vrai qu'il fut un temps où je regardais beaucoup la télé, mais ce n'est plus le cas. Quand je regarde la télé, il y a deux raisons. Soit je suis en train de regarder une série ou un film culte que je regarde plusieurs fois à l'année ou selon les saisons. Soit je suis en train de regarder un documentaire, et souvent les documentaires que je regarde, ça tourne autour de monuments antiques, tout ce qui va être l'Égypte antique, tout ce qui va être la Grèce antique, l'Empire romain. Je regarde beaucoup tout ce qui va aller toucher à l'histoire, à l'archéologie. Et cette discipline me fascine vraiment parce que ça consiste à aller fouiller le passé pour comprendre ce qui fut, comment nous en sommes arrivés ici et où est-ce qu'on s'en va. L'archéologie, et quand ça se fait, en fait, l'archéologue s'y tient face à des vestiges, à des restes, des pierres, des fragments, bref, des traces d'une vie disparue dont on n'a pas la certitude. Et on va se mettre comme ça, l'archéologue se met à émettre des hypothèses, à interpréter, à reconstruire avec une espèce de minutie ce qu'il va retrouver. Mais il y a un paradoxe autour de ça parce que l'archéologue ne peut jamais accéder à la certitude absolue. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va toujours manquer les regards du facteur zéro. Celui que j'appelle le facteur zéro, ça va être le premier témoin. C'est lui qui a vécu la situation, qui était là, dans ce corps-là, à cette époque-là, avec cette conscience particulière.
Sans ce regard, l'archéologue reste vraiment comme dans une science d'interprétation, rigoureuse certes, mais probable, pas certaine. Chaque génération d'archéologues va venir avec son lot d'interprétations parce que, par exemple, moi, avec l'Égypte antique, j'ai regardé pas mal de documentaires et chaque année, il y a comme un angle différent qui est exploité. Et ça, c'est tout à fait logique parce que même si on va revisiter les mêmes ruines et l'effet qu'on appartienne à une autre génération, ça va faire en sorte qu'on va produire des nouvelles interprétations parce que chaque époque va apporter son lot des cadres, des références, ses propres lunettes, justement. Et si notre rapport à notre histoire fonctionnait exactement de la même manière? Quand on arrive à fouiller notre passé, on se retrouve face à des vestiges psychiques, des choses qu'on a pu vivre dans l'inconscient, des souvenirs fragmentés, des impressions, des choses qui sont floues, qui ne sont plus si claires, des émotions résiduelles, mais qu'on ne vit plus. On va comme aller interpréter et tenter de reconstruire ou émettre des hypothèses sur ce qui s'est réellement passé. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut jamais retrouver les regards exacts de l'enfant qu'on était à 7 ans, à moins qu'on fasse certaines pratiques un peu plus poussées de la psychologie. La conscience qu'on avait précisément quand on avait 13 ans, 15 ans, 14 ans, et en fait, il va nous manquer cela, tout comme dans l'archéologie, il va manquer le facteur 0, qui va comme être inaccessible. Ben, en fait, nous aussi, il va nous manquer cela. Mais est-ce que ça veut dire que l'effet qu'il nous manque les facteurs 0, ça nous prive quand même de la lecture de la situation en tant que telle? Parce qu'en vrai de vrai, on n'aura pas la réponse évidente. Plutôt que d'aller chercher une réponse qui est évidente, qui va mettre tout le monde d'accord, est-ce qu'il ne conviendrait pas de chercher la réponse la plus probante par rapport aux faits et événements autour de nous, quitte à les faire évoluer quand le contexte autour va changer, ce qui reviendrait à émettre l'hypothèse qui va plus libérer que quelque chose qui va comme emprisonner. Et peut-être que la liberté commence précisément là, dans cette impossibilité des certitudes, dans cet espace d'interprétation qui reste ouvert, qui peut évoluer à tout moment et pas être figé parce que. Peut-être que l'archéologie de soi, l'archéologie identitaire, n'est pas en vrai une quête d'une vérité absolue, autour des questions comme quelle est l'essence de la vie, pourquoi je suis là, mais surtout une posture, un art, juste la liberté de raconter son histoire selon les saisons comme ça vient. Parlons de l'architecture, parce qu'il y a cette loi fondamentale qui existe en génie civil. Si on veut construire, il va d'abord falloir par commencer à étudier le sol. On a parlé de la pyramide aiguisée tout à l'heure, mais ce qui est aussi impressionnant avec cette pyramide, c'est que sa base est solide. Elle est élevée, certes, mais elle a une base qui est massive, qui est disproportionnée et qui tient en place. Si on pense aux collègues de la pyramide de Gizeh, ils ont tous disparu. Les colosses d'Hérode se sont effondrés. Le jardin suspendu de Babylone, on ne les a jamais vus. Les phares d'Alexandrie s'est englouti, qu'il y a encore des vestiges sous l'eau. Le mausolée de Halicarnasse, tout ça, ça a vraiment disparu. Mais il n'y a que la pyramide qui est restée. Pourquoi? Pourquoi elle est restée? Peut-être parce que les autres merveilles du 7 merveilles du monde cherchaient à impressionner par la hauteur, par la dimension, la splendeur et peut-être même l'audace visible. Mais il y a un côté qui a été négligé, c'était l'invisible, les fondations, les travails souterrains, l'étude du sol. Les pyramides, pour la pyramide déguisée en particulier, parce que les autres ont été, celui des Mykérinos et l'autre ont été construits bien plus tard. On a pris le temps de creuser profondément, méthodiquement, sans précipitation.
Et si on veut transposer ce qui s'est passé avec la pyramide des Khéops à notre échelle, combien de vies vont ressembler aux 6 merveilles disparues? Des vies brillantes en surface, impressionnantes au premier regard, mais bâties sur des fondations très très fragiles, sur du sable mouvant, des croyances héritées, non examinées, sur des peurs jamais questionnées. Et combien vont s'effondrer au moindre tremblement de terre, au premier obstacle venu, à la première crise? Je pense qu'il nous revient de nous poser la question, quoi faire avant de construire une vision d'une vie ambitieuse, avant de monter très haut? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de creuser, de descendre dans le strate de notre histoire, d'examiner la qualité du sol, d'où on vient, d'un point de vue identitaire, sur lequel on va bâtir, pour aller construire encore plus en hauteur? Peut-être que la solidité d'une existence ne se mesure pas en sa hauteur apparente, mais à la profondeur de ses fondations invisibles. Je pose ça là. Peut-être que l'excavation identitaire, le fait d'aller se révéler dans son être, précède nécessairement l'élévation existentielle, la révélation de soi, la révélation de son potentiel, sa réalisation personnelle. Maintenant, parlons de Petra, cette ville que j'affectionne particulièrement. Cette ville est entièrement taillée dans la roche, directement, sans plan architectural, et ça a été taillé, ça a été prouvé par des archéologues que ça a été taillé du haut vers le bas. Et ça me pousse à me poser une question. Les Nabatéens n'ont pas pris leurs matériaux pour assembler quoi que ce soit. Ils n'ont pas ajouté, ils n'ont pas superposé, ils ont enlevé. Ils ont retiré, ils ont soustrait la roche qu'il y avait en trop. La beauté des Pétra était déjà là, enfouie dans la montagne, cachée sous le couche des pierres brutes. Leur travail consistait à révéler ce qui existait déjà. Et je trouve vraiment que cette approche inverse radicalement notre conception habituelle de la construction. On nous a toujours dit qu'il fallait se construire, qu'il fallait ajouter des compétences, acquérir des savoirs, accumuler des expériences, bref, devenir quelqu'un. Mais, et si l'essentiel n'était pas d'ajouter quelque chose à qui on est déjà, mais de retirer tout ce qui cache qui on est déjà? Retirer les croyances qui ne nous appartiennent pas vraiment, les attentes qu'on n'a pas choisies, les peurs qu'on nous a transmises qui viennent d'une autre génération, les identités imposées qu'on endosse par conformité. Ça reviendrait surtout à dire que se construire voudrait dire enlever, révéler par retrait. Et je pose cette question en disant, et si notre identité n'était pas à construire, mais à révéler? Et si tout le travail consistait simplement à enlever les couches de conditionnement qui recouvrent qui on a toujours été? Et si, comme pour Petra, la beauté, elle est déjà présente, en attendant ce moment où on va décider de simplement retirer les superflus? Peut-être que devenir soi n'est pas un processus d'ajout, mais un processus de révélation par soustraction. Peut-être que l'essentiel n'est pas de se construire, ni de se reconstruire, mais de se découvrir en élevant tout ce qui n'est pas soi-même. Je veux quand même qu'on revienne à la pyramide de Khéops, la grande pyramide. Pourquoi elle tient encore, alors que tous les restes s'est effondrés? Je crois qu'il y a 3 caractéristiques architecturales qui distinguent cette pyramide. La première, c'est que sa base est disproportionnellement large par rapport à la hauteur. Plus la base s'élargit, plus la structure se stabilise. La deuxième des choses, c'est que cette pyramide est constituée d'une matière cohérente. La pierre homogène. Il n'y a pas des matériaux disparates assemblés artificiellement. Tout a été fait avec de la pierre et ensuite ça a été recouvert avec une couche d'or. En troisième,
La grande pyramide n'a jamais cherché à être autre chose. Ça n'a pas été comme les jardins suspendus des Babylone où on est venu comme accrocher des choses par-dessus. La grande pyramide, c'était vraiment cet assemblage de granit, du calcaire, de l'or, pour pouvoir créer cet alignement à un certain moment de l'année. Ça représentait aussi la force. Même si sa fonction n'est pas très très bien connue, on dit que ça serait la tombe des Khéops, mais on n'a jamais retrouvé le corps, le sarcophage de Khéops dedans. Et donc, on se pose toujours la question, on se posera toujours la question, à quoi devait-elle servir? Et si on vient transposer ces principes-là à notre propre existence, on va se rendre compte qu'en premier, pour qu'une vie traverse les temps, traverse ses propres saisons, il faut que sa base identitaire soit large, solide, ancrée dans une connaissance profonde de qui on est vraiment. Il faut une cohérence interne, une vie fragmentée, où l'identité professionnelle contredit l'identité personnelle, où les valeurs proclamées s'opposent aux actes posés. Cette vie-là va s'effriter. Une vie unifiée, cohérente dans tous ses aspects va résister au temps. Et ça ne se fait pas d'emblée, ça prend du temps, ça prend un cadre, ça prend du travail. En troisième lieu, je crois qu'il faut juste assumer sa grandeur, assumer qui on est, sans chercher à plaire à tout le monde, sans tenter de rassembler ou de ressembler à tout ce qu'il y a autour de nous. La grande pyramide n'a pas mis tout le monde d'accord. D'autres ont trouvé que c'était dépassé, exagéré, surtout quand on pense au chantier, à ce que ça a coûté en termes des ressources humaines. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, on se demande comment ça a été rendu possible. L'effet est que cette pyramide est là. Et ça a inspiré d'autres pyramides qui ont été construites après, celui des Mykérénos et l'autre, je ne sais plus à qui ça appartient. Et c'est vraiment important pour nous d'aller comprendre tout ça, parce qu'à l'échelle du temps, une pyramide ne se construit pas en 6 mois, ni en 2 ans. Une pyramide prend des décennies. Des générations entières ont travaillé pour que cette pyramide puisse être érigée. Certains ouvriers n'ont jamais vu le monument achevé. Réalisons cela. D'autres, ils ont perdu leur vie pour que le monument puisse continuer. Et notre rapport à nous, cette génération moderne, par rapport au temps, c'est que souvent on va aller penser en trimestre, on va aller penser nos vies en objectifs annuels, en to-do list hebdomadaire, en urgence quotidienne. On va optimiser, on va accélérer. On est comme dans ces sprints un peu sans fin, des deadlines. Et pourtant, combien de vies ultra organisées, ultra optimisées, méga giga productives laissent-elles réellement une trace, un héritage, une empreinte qui dépasse la durée d'une existence individuelle? Je pose cette question ici. Qu'est-ce qui se passerait si l'on pensait nos vies, pas en années, mais en décennies? Non pas en objectif personnel, mais en héritage transgénérationnel. Si l'on se demandait qu'est-ce que je construis aujourd'hui qui traverse ma propre existence, qui servira à ceux qui viendront après moi, à mes enfants, ma lignée, à ceux qui d'une certaine manière porteront mon nom ou qui s'inspireront de ce que j'aurais créé, de ce que j'aurais rendu possible. Parce que quand on va commencer à briser un plafond qui existe, cette limitation invisible transmise des générations en générations, on ne va pas seulement se libérer soi-même, on va libérer toute la lignée. Les enfants n'héritent pas seulement des biens matériels, ils héritent aussi d'une façon de se tenir dans le monde, d'une façon d'être, d'une façon de faire, d'une façon de dire. Ils héritent d'un rapport à la peur, d'une capacité à oser, d'une légitimité à exister tout simplement. Alors voici les questions qui restent ouvertes. Comment on bâtit une vie pour soi
Et comment on fait pour que cette vie serve après nous transcende? Comment on fait pour répondre aux urgences du moment tout en construisant une vie qui est partie pour durer? Comment on fait pour gérer une existence individuelle tout en érigeant une vie sur laquelle va reposer la lignée entière? Ces questions sont sans réponse et à mon sens, ça rejoint aussi les questions comme quel est l'essence de la vie? Pourquoi je suis sur Terre? Parce que on va avoir tendance à aller chercher les certitudes dans ces questions-là, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. L'étau, c'est d'y répondre, selon le contexte, la saison, et laisser la fenêtre, la porte ouverte à se dire que cette définition peut changer, évoluer, en fonction de la connaissance, des expériences, des découvertes. C'est totalement OK, je pense que c'est la vraie définition de la liberté. Prends soin de toi et on se retrouve le mardi pour commencer à aborder un sujet ô combien important, celui des résolutions. Celui de comment on va aller penser son année et comment ça va finir par le même cycle d'espoir, des désespoirs, des culpabilités, encore et encore. Je t'ai préparé des bons sujets sur le sujet. Bonjour la tautologie. Mais ça va être d'une grande aide. Prends soin de toi et retrouvons-nous mardi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!